Bonjour. À la base, cette intro devait être beaucoup plus longue, mais après l'avoir tournée plusieurs fois, je n'ai jamais été satisfait du résultat. Donc j'ai décidé d'aller au plus court en 4 mots. J'ai eu un cancer. Et je rajouterai même que je travaille dans le milieu du cancer. Donc malheureusement, vous imaginez bien que le sujet que je vais aborder, je le connais que trop bien. De ce fait, je vais vous parler aujourd'hui de 2 mangas sur la thématique du cancer. Mon cancer couillon de Kazuyoshi Takeda, disponible chez Pika Édition dans la collection graphique. Mais aussi de Adieu mon utérus de Yuki Okada, disponible chez Akata dans la collection large. Ces 2 one-shots nous narrent le parcours de leurs auteurs vis-à-vis de leur cancer, de l'annonce de leur diagnostic jusqu'à leur rémission. Un cancer des testicules pour Takeda et un cancer de l'utérus pour Yuki. Pour ma part, j'avais un lymphome, c'est-à-dire un cancer des globules blancs. L'un des intérêts de parler de 2 auteurs en même temps, c'est que tous les cancers ne se traitent pas de la même façon. Donc les auteurs n'ont pas le même parcours. Pour Takeda, il s'agit d'une orchidectomie, une ablation des testicules suivie d'une chimiothérapie, des injections de médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. Pour Yuri, il s'agit d'une hystérectomie, ablation de l'utérus, suivie d'une radiothérapie, destruction des cellules par rayonnement. Pour ma part, j'ai été traité par chimiothérapie uniquement. Je vais donc être plus proche de Takeda. Mais il y a aussi une différence majeure entre les 2 œuvres. Le sexe des auteurs. Et oui, que l'on soit un homme ou une femme, il y a quelques différences de parcours, surtout en cas de cancer touchant les organes reproducteurs. Étant pourvu d'organes génitaux masculins, je ne pourrais pas trop parler de certains points concernant le parcours de Yuri. Dans ces 2 récits, les auteurs nous raconteront la façon dont ils ont découvert que quelque chose n'allait pas dans leur corps. Un testicule plus gros et plus dur que l'autre, ou des cycles menstruels trop courts et rapprochés, des signes permettant de mettre le doigt sur un problème. Dans Mon cancer couillon, l'auteur parlera également du cas de sa femme, qui, peu de temps avant lui, avait aussi été traité pour un cancer bénin, plus facile à détecter, moins dangereux et facile à traiter, ce qui nous met à l'esprit qu'un cancer plus discret est souvent plus dangereux, ils prennent plus de temps à être repérés et sont donc à un stade plus avancé de la maladie une fois détectés. Les auteurs expliqueront les stades d'avancée de leur cancer et ce que cela représente, du stade de la petite tumeur présente dans un organe, au cancer généralisé qui s'infiltre partout dans le corps. Pour ma part, j'avais un cancer qui commençait à s'infiltrer dans les os. Un cancer est une maladie bouleversant énormément la vie de ses victimes, en commençant par le choc psychologique de sa découverte. Les auteurs nous partageront avec force leurs sentiments de désespoir et de résignation au moment de l'annonce, comment ils ont réussi à fuir puis surmonter ce défaitisme, et à finalement relativiser leur situation par rapport à d'autres patients dans un état bien plus grave que le leur. Une multitude de sentiments par lesquels je suis moi-même passé, du refus de voir la réalité en face à l'acceptation de la mort pour arriver enfin à l'envie de se battre pour vaincre la maladie. Ils abordent également l'impact de leur maladie sur leur vie professionnelle, mise de ce fait en suspens. Mais aussi, un aspect que l'on oublie souvent, l'impact sur la famille. Les 2 auteurs, ayant tous 2 fondé un foyer, avec une petite fille pour l'une et un chien pour l'autre, ils nous témoignent des changements que le cancer a eu sur leur famille. L'annonce difficile qu'est le cancer, le fait de cacher la dureté de cette épreuve et de minimiser son état de santé pour rassurer les proches, mais aussi le sentiment d'abandon que peut ressentir une petite fille ou un chien face à la disparition brutale de l'un de ses parents. On découvre également comment le conjoint ou la conjointe des malades vont devenir plus indépendants. Par exemple, le mari de Yuki va prendre des congés pour s'occuper de sa femme et de sa fille, apprendre à faire les tâches ménagères que faisait sa femme, etc. Il va devenir beaucoup plus investi dans la vie de maison. Au cours de leur témoignage, on se rend vraiment compte de l'évolution de leur couple respectif, leur lien étant renforcé par la maladie. Le mari Yuki, qui a l'air très distant avec elle au début, toujours montré de dos, nous est petit à petit montré comme un homme grand, un peu gauche, mais qui fait des efforts et qui restera toujours auprès de sa femme pour la soutenir. Quant à la femme de Takeda, elle passera son temps à venir le voir à l'hôpital, malgré les sauts d'humeur de Takeda, qui la repoussera par moments, mais malgré ça, elle prendra sur elle et tentera de soulager Takeda du mieux qu'elle peut. Et finalement, dans la difficulté de la maladie, ils vont réussir à prendre cette période difficile comme une renaissance, un moment où ils vont remettre leur existence en cause et se décider d'enfin profiter de la vie pour se lancer dans des projets. Cela peut être des choses simples, comme s'habiller en Lolita, ou des projets plus ambitieux, comme prendre son indépendance et enfin essayer de publier son premier manga. Mais les auteurs seront malgré tout bousculés à long terme sur leur vie de famille. Leur cancer touchant les organes génitaux, ils sortiront stériles. Yuki ne pourra pas avoir de 2e enfant, et Takeda ne pourra faire des enfants qu'à partir des spermatozoïdes qui seront congelés avant son traitement. Bon, c'est bien de parler de leur situation familiale, mais médicalement, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Et c'est là que les parcours des 2 auteurs vont être différents. Je vais commencer par parler du parcours de Yuki. Ayant eu une hospitalisation plus courte et avec moins de traitement, elle a moins raconté là-dessus. Yuki va beaucoup plus se concentrer à nous raconter sa période préopératoire,
Ses crises d'angoisse au moment de passer le scanner, sa peur de l'opération, son dilemme de garder ses ovaires, pour des questions hormones, mais elle va aussi nous conter ses douleurs post-opératoires et comment elle les a combattues. Cependant, elle survolera à peine le sujet de la radiothérapie, ce qui est dommage, n'étant pas passé par là, j'étais très curieux de savoir. Pour Takeda, cette partie de son témoignage sera plus complète, il passera moins de temps sur son expérience préopératoire, et son opération va même être expédiée rapidement en une page. Mais il va détailler en long, en large et en travers son expérience de la chimiothérapie. Les violentes nausées et la terrible fatigue des débuts de cycle d'injection, l'altération des sens, principalement le goût et l'odorat, qui font que manger devient un véritable calvaire. Quand on est sous chimio, on a la règle de manger quand on peut, peu importe que ce soit l'heure du repas ou non. Il parlera aussi des problèmes liés à son odeur corporelle, chargée de médicaments et qui devient insoutenable. D'expérience, ma propre transpiration me donnait tellement envie de vomir que j'allais me laver 3 fois par jour, et j'allais uriner en apnée. Oui, bonjour l'écologie. Takeda nous parlera aussi de son agressivité, découlant du lourd traitement qu'il subit. Mais il y a une étape de son parcours que je voudrais mettre en avant, car peu de personnes, même atteintes par la maladie, l'ont connue. Et lui et moi avons eu la chance, entre grosses guillemets, de la connaître. Joie. Les facteurs de croissance. Une chimiothérapie, ça vous détruit le système immunitaire, ce que l'on appelle être immunodéprimé. Avec le Covid, vous devez bien connaître ce terme. Et pour pallier à ça, on injecte des facteurs de croissance, un produit qui va stimuler la moelle osseuse, pour la forcer à produire plus de leucocytes, afin de compenser la destruction due au traitement. C'est ça ou la transfusion sanguine. Il y a une option un peu plus simple que l'autre. Normalement, c'est indolore, mais il y a un faible pourcentage de la population pour lequel ce traitement est extrêmement douloureux, et ce fut le cas pour Takeda et moi. Et dire que c'est douloureux est un euphémisme. Imaginez une douleur qui vient de vos os. De tous vos os. Comme s'ils étaient en train de tomber en miettes sur place. Takeda décrit ça comme une sensation de coup de fouet dans les os. En bref, c'est un effet secondaire rare, mais extrêmement douloureux. Et je trouvais ça bien de tomber sur un témoignage qu'il a également vécu. Voilà, je ferme ma parenthèse sur les facteurs de croissance. Takeda finira de nous parler de son expérience médicale en abordant le changement de cycle d'injection ainsi que la fin de son traitement. Une hospitalisation, ce n'est pas qu'un traitement, c'est aussi beaucoup de relations humaines. J'ai parlé des proches tout à l'heure, mais en étant hospitalisé, on passe aussi beaucoup de temps avec le personnel soignant et les autres patients. Et les hôpitaux sont à la fois des lieux de soins, mais aussi de formation du personnel soignant, car c'est bien d'apprendre sur un mannequin, mais au bout d'un moment, il faut passer à des patients vivants. Et les patients ont, pour citer Takeda, un rôle de matériel pédagogique. Via leurs 2 expériences, nous avons un aperçu du rapport patient-médecin. Les médecins se baladent avec leur clinique interne, les jeunes médecins à peine diplômés qui sont encore très nuls en pédagogie, et les médecins un peu trop franches et distants avec les patients, ce qui n'est pas toujours très rassurant. L'expérience de Takeda tournera un peu plus sur le rapport patient-soignant qui se crée, surtout avec les soignants débutants, ceux un peu maladroits, qui piquent à côté de la veine, qui nous font mal, qui doivent appeler leur formateur car ils n'arrivent pas à faire correctement la prise de sang, etc. Qu'en tant que patient, on pardonne, car ils sont là pour apprendre. D'ailleurs, j'ai été très apprécié par les infirmières pour ça, contrairement à certains patients assez agressifs. Au niveau des patients, c'est beaucoup plus aléatoire, mais dans l'ensemble, les 2 auteurs nous retranscrivent une bonne ambiance patient-patient, avec un soutien mutuel dans les douleurs. Passer des heures avec des inconnus, à ne pas pouvoir bouger, bizarrement, ça donne envie d'ouvrir la conversation. Et de fil en aiguille, ce sont des relations cordiales qui se créent entre compagnons de médication. Même si on a tous notre lot de patients pénibles, qui nous donnent envie de les mettre sous somnifère pour qu'enfin ils la ferment. Oui, c'est toi, le patient que je vise, qui ne verra jamais ma vidéo, mais qui s'est amusé à faire du tam-tam pendant 1 heure parce que l'infirmière avait du retard, alors que moi, ça faisait 3 heures, j'attendais mes médicaments et que je disais rien. Pour le moment, je parle du fond des mangas sans en aborder la forme. Mais je ne parlerai pas beaucoup plus de la forme, car avant d'être des BD, Mon cancer couillon et Adieu mon utérus sont avant tout des témoignages. Et dans ces témoignages, je m'en fiche que la forme soit ultra soignée, avec des dessins ultra précis, un cadre qui pose une ambiance, une montée de tension et un découpage intelligent et révolutionnaire. Attention, je ne dis pas que ce sont de mauvaises BD, ce sont les premiers mangas de leurs auteurs respectifs, mais ils ne sont pas partis sans expérience. Ils ont été assistants avant ça. Au moment des faits, Takeda était assistant de Hiroya Oku sur la série Gantz. Pour Yuri, j'ai cru comprendre qu'elle travaillait sur des mangas plutôt orientés jeunesse, style Kodomo, donc on ne part pas de rien. Niveau narration, Adieu mon utérus est très classique. Mon cancer couillon, quant à lui, découpe ses chapitres en mini-histoires de 1 ou quelques pages. C'est un enchaînement d'anecdotes, plus ou moins espacées dans le temps, témoignant de son vécu. Niveau du dessin, les 2 auteurs ont choisi un style très simple, assez rond, transmettant un peu de douceur dans ces événements durs. Yuki venant de la scène du manga jeunesse, cela est assez peu étonnant. Mais pour Takeda, qui vient de la scène du manga seinen très détaillé, si vous n'avez jamais lu Gantz, c'est très détaillé niveau dessin,
C'est quelque chose de beaucoup plus surprenant, mais il y a une explication très simple sur ce dessin simpliste, et l'auteur en parle justement dans Mon cancer couillon. Takeda a gardé des séquelles de son hospitalisation, une neuropathie persistante lui faisant trembler les mains de façon incontrôlée. Il a donc dû réapprendre à dessiner avec son handicap, et se forger son propre style en prenant compte. Quitte à parler des séquelles, il faut aborder celle qui est la plus dure à vivre pour les deux auteurs, le stress post-traumatique. Un cancer étant une maladie très grave avec des chances de récidive, les auteurs devront être surveillés régulièrement afin de les prendre en charge rapidement en cas de rechute, mais ils devront malgré tout vivre avec cette peur perpétuelle d'un retour en force de leur cancer, une situation qu'ils aborderont dans leur manga. Yuki a d'ailleurs écrit un manga sur son retour à la vie normale après son cancer, mais n'étant pas disponible en France, tout du moins légalement, je n'ai pas pu le lire. D'ailleurs, j'ai un petit message, si quelqu'un qui travaille à Akata m'écoute, éditez-le s'il vous plaît. Vraiment s'il vous plaît, je l'achète tout de suite. Et j'en fais la pub s'il faut, m'en fous. Je le veux. Adieu mon utérus et Mon cancer couillon sont deux très bons témoignages, et je ne peux que conseiller vivement de les lire, les deux. Lisez les deux. Ils vous permettront de mieux comprendre ce que peut ressentir une personne cancéreuse, une expérience que j'ai vécue et que je ne souhaite à très peu de monde. Enfin, il y en a quelques-uns, ils le mériteraient quand même. Sur ce, à une prochaine fois, en espérant avoir réussi à vous donner envie de lire ces deux mangas.